Il y a une dizaine d'années, une entreprise internationale dans laquelle j'ai œuvré pendant environ 7 ans représentait la tentative intéressante de faire sortir certaines pratiques méditatives de leur environnement traditionnel pour les introduire dans le monde de l'entreprise. L'intention pouvait sembler excellente. Pourquoi réserver la méditation au monastère, au zendo ou à quelques personnes attirées par le bouddhisme? Pourquoi ne pas permettre à des salariés, des cadres ou des dirigeants de découvrir l'attention, le silence et une autre relation à leurs pensées? Pour rendre cela possible, il fallait évidemment traduire le vocabulaire du bouddhisme. On ne pouvait pas, ou en tout cas on ne pouvait guère arriver dans une grande entreprise internationale en parlant d'emblée de shunyata, nanatman, de non-attachement ou de cessation. On a donc parlé de mindfulness, de focus, de résilience, de compassion ou de leadership. Ça, au moins, c'était le langage qu'il comprenait. Le langage changeait, mais on pouvait penser que quelque chose de l'esprit du bouddhisme allait malgré tout passer à travers cette traduction. Voilà ce qu'était le pari initial. Le problème est qu'une traduction n'est jamais complètement innocente. Lorsqu'on traduit un mot, on traduit aussi une vision du monde. Et lorsqu'on adapte une pratique à un environnement, l'environnement finit souvent par adapter la pratique à ses propres objectifs. Dans une entreprise, on cherche naturellement à améliorer l'efficacité, la coopération, la créativité, la résistance au stress, la capacité à décider. Rien de tout cela n'est mauvais. Un être humain moins stressé est certainement préférable dans une équipe à un être humain épuisé. Et un dirigeant attentif aux autres vaut probablement mieux qu'un dirigeant qui ne les écoute jamais. Mais le bouddhisme pose une question beaucoup plus dérangeante. Et qui est celle-ci? Qui est cet être que l'on cherche ainsi à améliorer? Voilà précisément la question qui risque de disparaître lorsqu'on transforme une voie de libération en programme de développement personnel ou professionnel. Car le bouddhisme ne propose pas fondamentalement de fabriquer un meilleur moi. Il invite à regarder ce qu'on appelle moi. Qu'est-ce que c'est que ce moi? Et à découvrir qu'on ne trouve nulle part l'entité permanente, autonome et séparée que l'on imaginait. Il y a bien sûr un corps, une mémoire, une personnalité, des compétences, un nom sur une carte de visite, et même, si l'on y tient, un profil LinkedIn, mais où est le propriétaire de tout cela? Où est ce petit directeur général installé quelque part derrière les yeux et qui serait chargé de conduire l'existence?
Lorsqu'on regarde attentivement, on trouve des pensées, des sensations, des souvenirs, des désirs, des peurs, des angoisses, mais aucun propriétaire indépendant de ces phénomènes. En fait, ce sont ces phénomènes qui constituent le propriétaire. C'est là que la méditation bouddhique devient beaucoup plus radicale qu'une technique d'attention. Elle ne cherche plus seulement à améliorer le fonctionnement du personnage, elle commence à voir que le personnage n'a jamais eu la consistance qu'on lui a attribuée. C'est ici qu'apparaît le paradoxe de la corporate mindfulness, la mindfulness d'entreprise. On peut emprunter au bouddhisme ces pratiques tout en abandonnant précisément ce vers quoi elles étaient orientées. On peut apprendre à mieux observer ses pensées afin de devenir plus efficace. On peut méditer pour mieux diriger une équipe ou supporter davantage de pression ou améliorer ses performances. On peut même développer une identité nouvelle comme je suis maintenant quelqu'un de mindful. Le moi adore. Il était auparavant stressé et le voilà mindful. Il était manager et le voilà maintenant mindful leader. Il avait déjà plusieurs décorations sur son uniforme psychologique. On vient simplement d'y ajouter un joli petit lotus. Alors, il n'y a rien de dramatique, évidemment, mais du point de vue du zen, la question demeure. Le mécanisme d'identification a-t-il réellement diminué? Ou lui a-t-on simplement fourni des vêtements plus élégants? C'est probablement là que se situe la différence fondamentale entre améliorer le moi et voir l'illusion du moi. Le premier mouvement est parfaitement compatible avec le monde de l'entreprise, parce qu'on mesure des résultats, on fixe des objectifs, on développe des compétences et on améliore des comportements. Le second mouvement est beaucoup plus difficile à transformer en programme. Comment vendre un séminaire intitulé Découvrir que celui qui veut réussir le séminaire est introuvable? Vous imaginez le titre du séminaire, Découvrir que celui qui veut réussir le séminaire est introuvable. Il est clair que le service des ressources humaines risque d'hésiter fortement. Et pourtant, c'est précisément à cet endroit que commence la véritable révolution proposée par le bouddhisme. Non pas devenir un moi exceptionnellement calme, bienveillant ou performant, mais découvrir que cette construction permanente d'un moi séparé et individuel était elle-même à l'origine d'une grande partie de la tension. Le risque est alors d'utiliser des pratiques provenant du bouddhisme pour renforcer exactement ce que le bouddhisme nous invitait à voir comme une illusion. La méditation devient un outil au service de celui qu'elle devait permettre d'interroger. La méditation devient un outil au service de celui qu'elle devait permettre d'interroger. On médite pour ma carrière,
pour mon équilibre, mon leadership, ma performance. Le vocabulaire devient plus doux, mais le centre reste intact. Le centre, c'est moi. Et ce moi peut même devenir plus subtil. Il ne dit plus seulement je veux réussir, il dit maintenant je veux devenir un dirigeant conscient, compatissant et authentique. Je veux devenir. C'est beaucoup plus présentable. Mais le zen pourrait simplement demander qui veut devenir tout cela? Ce n'est pas pour condamner le désir de progresser, mais pour regarder directement le mécanisme qui fabrique sans cesse un quelqu'un ayant besoin de devenir quelque chose. De son côté, le zen n'a finalement rien à ajouter à ce personnage, précisément. Il ne propose pas une nouvelle décoration pour le moi, ni même une version spirituelle de celui-ci. Zazen est précisément cet étrange moment où, pendant un temps, on cesse de travailler à son propre curriculum vitae intérieur. On s'assied simplement, on respire. Les pensées apparaissent et disparaissent. Les projets, les regrets, les ambitions, les succès, les inquiétudes passent comme des nuages et on les voit passer. Et lorsque personne ne s'en empare, quelque chose devient évident. La vie fonctionne parfaitement sans qu'un propriétaire soit nécessaire. Tout est là. On voit que la vie fonctionne parfaitement sans qu'un propriétaire soit nécessaire. Par exemple, le cœur bat, la respiration continue, les sons sont entendus, même les pensées apparaissent toutes seules. Et personne n'a besoin de gérer le silence. C'est peut-être pourquoi le zen est si difficile à intégrer complètement dans une organisation fondée sur l'objectif, le résultat ou la progression. Pour une organisation, il faut des résultats. Et le zen commence précisément là où l'on cesse un instant de vouloir obtenir quelque chose. Si une organisation inspirée par le bouddhisme s'oriente toujours davantage vers l'optimisation de l'individu, le leadership et la performance, eh bien, elle risque de s'éloigner précisément de l'intuition centrale dont elle est partie, dont elle était partie. Le bouddhisme ne nous demande pas seulement comment puis-je mieux fonctionner, il pose une question autrement plus déstabilisante et qui est ce moi qui veut mieux fonctionner? Et toute la différence entre une méditation devenue un instrument et une véritable voie de libération, eh bien toute la différence tient dans ce minuscule déplacement. D'un côté, rendre la prison plus confortable, et de l'autre, celle du zen, découvrir que la porte n'a jamais été fermée.